grande édition du journal. Quelle est la démographie actuelle de la République démocratique du Congo? À cette question, chacun répondra à sa manière, faute de recensement général. Pas de chiffres précis. À quelques heures de la célébration de la Journée mondiale de la population, nos reporters ont fait un tour au bureau central de recensement, dossier à suivre dans ce journal. Ensuite, nous irons à Bunia, où l'activité agro-pastorale bat de l'aile. L'abattoir industriel, principal outil de transformation, n'existe que de nom et ne peut plus répondre aux attentes des producteurs. Découvrons tout d'abord l'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver. Il est 20h03 à Kinshasa, 1 heure de plus à Niangara dans le Haut-Tuélé. C'est parti pour 45 minutes d'actualité, dossiers et chroniques à travers ce journal magazine. Une croisade d'armement patriotique vient d'être lancée à Kinshasa. Cette campagne du président national du mouvement de solidarité pour le changement, Laurent Batumona, vise à sensibiliser les jeunes Kinois à s'enrôler massivement dans l'armée. Jean-Pierre Ndolo Demazou et Raphaël Ntsadi. Le Toré et Kankar, à Yolo Sud, dans la commune de Kalamou, a été pris d'assaut ce samedi 9 juillet 2022 par des militants, toutes tendances confondues, déterminés à suivre de toute oreille le message que leur a apporté Laurent Batumona, président national du mouvement de solidarité pour le changement. Parti politique allié à l'UDPS Tshisekedi. L'assistance a eu droit à la prestation de l'orchestre Baïlo Kanto de Redi Amissi. Laurent Batumona a fait son entrée sur le terrain et Kankar au son de la fanfare. Dans son mot de bienvenue, le président provincial du mouvement de solidarité pour le changement, ville de Kinshasa, a invité tous les Congolais à se mobiliser derrière le chef de l'État et derrière les forces armées de la République pour bouter hors du territoire national les ennemis de la République démocratique du Congo. 3 points ont constitué l'adresse du président du MSC, Laurent Batumona, qui les résume en ce terme. Solidarité pour le changement, un allié incontournable du président Félix vient de démarrer une croisade d'armement patriotique. Nous lançons le message que les jeunes sont appelés au drapeau pour défendre l'intégrité du pays. Nous allons engager toutes les grandes villes de la RDC. La crise, l'inflation que nous connaissons, c'est une inflation importée. Voilà pourquoi nous invitons le gouvernement de la République à redoubler les énergies pour que nous puissions passer à l'autosuffisance alimentaire. Enfin, c'est la cohésion au sein du parti. Pour que Félix, en 2023, puisse avoir la majorité parlementaire et peut compter sur le MSC. La manifestation, comme à son début, s'est clôturée par la prestation de l'orchestre Baïlo Kanto de Redi Amissi. Elle sort de son silence pour soutenir les FARDC qui se trouvent actuellement au front pour défendre le territoire national menacé dans l'est du pays. La communauté Banyamulenge du Sud Kivu réaffirme son indéfectible soutien aux militaires qui s'activent à repousser le M23 en dehors de la RDC. Regardez. Les forces républicaines fédéralistes FRF condamnent avec fermeté l'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert du M23. Groupe recréé pour raisons économiques et pillage des ressources minières. Les forces républicaines fédéralistes FRF soutiennent notre armée nationale, les FARDC, et demandent au gouvernement de mettre en place un budget spécial pour un équipement militaire approprié et adéquat à la hauteur de la crise. Les forces républicaines fédéralistes FRF soutiennent les volets diplomatiques pour essayer de trouver les solutions à la crise car la paix n'a pas de prix, comme signifié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans un conseil de ministres. Nous demandons à notre gouvernement de s'occuper de cette question tragique et de la régler rapidement, définitivement. Tout en saluant la décision prise par l'État congolais sur cette question, les FRF demandent des poursuites judiciaires pour mettre fin une fois pour toutes
à cette situation qui brise l'unité nationale et détruit la cohésion sociale. De suivre la déclaration politique de Force républicaine fédéraliste FRF. Les portes de la 51e Assemblée du Forum parlementaire de la SADC s'ouvrent demain lundi à Lilongwe au Malawi. En sa qualité du président en exercice de ce forum, Christophe Mbossoko Diampouanga, président de la Chambre basse du Parlement de la RDC, est arrivé dans la capitale malawite pour participer à ces travaux placés sous les thèmes vers l'efficacité énergétique, la durabilité et l'autosuffisance de la SADC. Sylvie Moembo, commentaire. Du 14 au 18 août prochain, la République démocratique du Congo va abriter le sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADC. À l'occasion, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prendra la présidence tournante de cette organisation sous-régionale. En prélude de ce sommet, le speaker de la Chambre basse du Parlement et président en exercice du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe, Christophe Mbossoko Diampouanga, est à Lilongwe au Malawi pour présider la 51e session de l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC. Cette 51e session de l'Assemblée plénière qui s'ouvre ce lundi 11 juillet 2022 a pour thème vers l'efficacité énergétique, la durabilité et l'autosuffisance dans la SADC. Nous nous sentons chez nous, tout comme nous considérons que le président de la République de Malawi est notre frère. Mais nous allons bien nous entretenir des problèmes de la SADC, des problèmes de l'Afrique et des problèmes du monde entier. À la tête d'une forte délégation, le président de l'Assemblée nationale est accompagné de députés nationaux et sénateurs, notamment le deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Sangoma Mosai. Une journée de jeûne et prière pour soutenir spirituellement nos vaillants militaires au front. C'est le dimanche prochain et tout Congolais est invité à retenir cette date du 17 juillet 2022. La ministre d'État en charge du portefeuille Adel Kaïnda, l'initiatrice de cette rencontre, a réuni les chefs des confessions religieuses, toutes tendances confondues, pour ce faire. Angèle Mabiala et Eli Toumba. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont engagées au front dans l'est du pays contre les forces ennemies. Elles ont besoin du soutien tant matériel que spirituel. Sur ce deuxième volet, la ministre d'État en charge du portefeuille chrétienne, diagonesse, Mamaki Pendano, met à contribution sa foi chrétienne. Levez-vous, cette affaire vous concerne. Ne restez pas à la maison. Nous avons des compatriotes qui meurent. Mais nous venons implorons la grâce de Dieu, de notre Seigneur Jésus, pour que la guerre cesse, pour que nous puissions remporter la victoire. Nous n'avons pas d'autre héritage que notre patrie, la RDC. Venez, intercédons ensemble. Elle s'est engagée à organiser une grande prière avec les hommes de Dieu des différentes confessions religieuses. Dans cette perspective, elle les a rencontrés pour des échanges relatifs à l'organisation. Nous allons prier ensemble. Et cette souffrance, nos compatriotes sont en train de subir, nous fait très mal. Je voudrais que ça s'arrête. Nous sommes certes en train de nous battre sur le terrain, mais nous avons besoin de l'appui de Dieu pour gagner cette guerre qui n'a que perdurer. L'Éternel n'utilise pas que les pasteurs, l'Éternel n'utilise pas que les prophètes, il utilise aussi les militaires. Et nous allons prier pour que l'Éternel les utilise, afin que la RDC vive en paix. Que les églises convergent pour une prière d'ensemble, en mode de jeûne et prière. Il s'agit ici de l'intérêt général de la nation et nous vous invitons à venir prier ensemble avec nous. Je voudrais inviter tous les salutistes. Notre pays est en danger et a besoin de notre soutien dans la prière pour la paix de ce pays et afin que ce côté de l'Est, pourquoi pas parler de tout notre pays, soit dans la quiétude. Convaincu que Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce Dieu qui a accompagné Israël dans le combat contre ceux qui ont occupé ces terres autrefois, la princesse Adel Kaïnda Maïna veut invoquer la grâce divine par une union de prières au stade de martyrs ce 17 juillet
2022 de 11h11 à 15h11 afin que les FARDC soient sous bonne disposition et qu'elles réussissent à imposer la paix dont notre peuple a grandement besoin, sans laquelle aucun développement n'est envisageable. Toute la population quinoise est conviée à prendre part à cette grande manifestation. Le mardi 19 juillet prochain, les finalistes du secondaire vont passer l'ultime session de l'examen d'État. Quelques jours avant ces épreuves, la très distinguée première dame de la République attend voir plus de candidats à la bourse Excellencia. Denise Nyakeru Tshisekedi a fait un message d'encouragement à tous les finalistes de cette édition. Elle est au micro de Naïcha Kelamoula. Chers finalistes, la réussite, dit-on, est le fruit du travail, du courage et de l'intelligence. Tout au long de votre parcours scolaire jusqu'à cette étape ultime de l'examen d'État, vous avez travaillé dur et vous avez fait preuve de beaucoup de courage et d'une intelligence vive. Alors laissez-moi vous dire que vous possédez déjà la formule, la meilleure, pour réussir et surtout pour rejoindre la grande famille Excellencia. Pour cela, il vous faudra une parfaite concentration pendant ces épreuves. Puisque dans le programme Excellencia, il s'agit de l'excellence. 85%, c'est le minimum pour être sélectionné au concours d'octroi des bourses de ma fondation. 85%, ce n'est pas rien, je le sais. Mais la bonne nouvelle est que plusieurs avant vous l'ont fait. Et je ne doute pas un seul instant que vous en êtes également capable. La vie est une course d'étapes. Remporter celle-ci et embrasser avec sérénité une autre étape, celle du monde universitaire. Je vous exhorte de continuer, de vous façonner avec persévérance. Il arrivera certainement un moment où vous vous réjouirez de merveilleux résultats obtenus. Engagez-vous donc dès maintenant, avec assiduité et foi en vos capacités, afin de garantir votre avenir et faire partie de l'élite dont notre pays a besoin pour son relèvement et son émergence. Bon travail et que Dieu vous soit favorable. Le nouveau comité du Centre interdisciplinaire pour le développement CIDEP plaide pour le respect des attributions de ce centre universitaire. Son chargé de programme en a évoqué au cours d'un entretien avec l'équipe de la RTNC, Félix Zalomé-Tidantou. Le nouveau comité du Centre interdisciplinaire pour le développement CIDEP prend à cœur la restauration de la vieille bâtisse coloniale. Coup de pinceau par ici, travail de maçonnerie par là. Le chargé des programmes parle d'un esprit de changement de mentalité et de revêtement des infrastructures dans un corps sain et salubre. Nous nous sommes dit, avec notre arrivée ici, ça doit être parmi les bâtiments les plus propres de l'avenue du 24 novembre. L'homme n'est pas loin de ce nouveau vent Eusel qui anime le comité de gestion du CIDEP. Le personnel est désormais au centre de toute action sociale pour redonner vie aux uns et aux autres sans discrimination. On doit maintenant faire de sorte que le besoin de la société soit adapté à la formation que le CIDEP va organiser. Le comité en place plaide aussi pour la révalorisation ou le respect des attributions du CIDEP actuellement mises en mal par les entreprises publiques et institutions universitaires. De quoi fait-il appel à l'autorité de l'enseignement supérieur universitaire à écouter le professeur Ifemoutou Dikidi. Dans d'autres universités, dans d'autres institutions de l'enseignement supérieur, au lieu de laisser au CIDEP d'organiser la formation continue, vous verrez certaines institutions organiser les formations continues. Alors, c'est ça qui crée les difficultés. Les encouragements de l'autorité de tutelle sont plus qu'attendus pour renforcer le nouveau vent et le zèle, ainsi apporté à bras-le-corps par le nouveau comité de gestion du CIDEP. La semaine qui s'achève, le président de la République a participé mercredi à la tripartite RDC-Angola-Rwanda sous la houlette du président angolais, et à Kinshasa, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé en visioconférence la 61e réunion du Conseil des ministres. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment la relance des activités de la SOCIR. Pierre Kibambe-Somoïsa. Il s'est tenu en début de semaine à Luanda une tripartite Angola, RDC, Rwanda sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, y a pris part à l'invitation de son homologue angolais Joao Lourenço
président d'exercice de la CIRGL. La tripartite de Luanda s'est clôturée par l'établissement d'une feuille de route sur la relance de la commission mixte RDC-Rwanda. Les 3 chefs d'État ayant pris part à cette tripartite ont pris l'engagement de maintenir le dialogue et d'amorcer un processus de désescalade entre Kinshasa et Kigali. La feuille de route conclue à Luanda a aussi prévu la cessation immédiate des hostilités et le retrait immédiat et sans condition du M23 de ses positions en RDC. À Kinshasa, à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le gouverneur intérimaire du Lualaba, Mme Fifi Masuka Saini. La chef de l'exécutif provincial a informé le président de la République de la construction, la rénovation plus de 30 ans après de la route d'Ilolo-Sandoa et du tronçon Sandoa-Kapanga dans le cadre du développement du pays à partir de la base. L'autorité provinciale du Lualaba a aussi informé le chef de l'État de l'inauguration à Goma, au Nord Kivu, de 150 maisons construites pour les sinistrés des dernières éruptions volcaniques grâce aux fonds récoltés à l'initiative du gouvernement provincial du Lualaba. Le projet prévoit aussi la construction d'une école et d'un centre de santé. Et puis la tradition respectée le vendredi par visioconférence à partir de son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 61e réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Plusieurs sujets d'actualité ont défrayé la chronique cette semaine, tant à l'intérieur du pays qu'à la capitale Kinshasa. Nous vous rappelons quelques-uns comme le réajustement du prix du carburant à la pompe, l'ouverture du marché de Lufu, le corps médical qui a annoncé le début de la grève et la ville de Kisangani qui a été choisie pour le lancement de l'ENAFEP. Le tout dans ce condensé en 5 minutes avec Chantal Okoloba. Près de 2 millions d'élèves du cycle primaire étaient au rendez-vous pour présenter l'examen national de fin d'études primaires en République démocratique du Congo. C'est le ministre de l'EPST Tony Mwaba qui a donné l'ego à Kisangani dans la province de la Tchopo. Fin de la 4e épidémie d'Ebola à l'Équateur, à l'ouest de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé publique. Les médecins réunis au sein du syndicat national des médecins ont annoncé les débuts de la grève dans tous les hôpitaux du pays. Un ordre boycotté par les syndicats des médecins de la République démocratique du Congo. Pour soutenir nos vaillants militaires au front qui se battent pour la paix, c'est dans ces contextes que la fondation Charlène Chibangu a remis un lot important de vivres et non-vivres aux militaires, aux veuves et aux orphelins militaires. De leur côté, les femmes officiers supérieures de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo ont sensibilisé les jeunes filles en vue de leur recrutement au sein de l'armée. Les ministres de l'Intérieur avaient procédé à l'ouverture du marché de Lufu dans la province du Congo central, fermé il y a 2 ans à cause du Covid-19. Avec la crise mondiale, les prix du carburant à la pompe a été revu à la hausse. Les représentants du chef de l'État avaient visité les travaux de construction et de réhabilitation des routes de Lingesa jusqu'à Bypass et de Kimwenza. Au Kasaï oriental, les ministres des ITP ont lancé les travaux des 35 km de voirie d'Mbujimaï dans le cadre du projet Tchilé-Gelou. Le DGAI de la radio-télévision nationale congolaise, Béli Debunga, a eu une séance de travail avec tous les directeurs centraux sur le fonctionnement et les perspectives d'avenir de l'entreprise. Le 11 juillet de chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale de la population. En République démocratique du Congo, la question sur l'effectif réel de la population reste sans réponse précise. Pour tenter d'avoir l'idée claire sur la démographie du pays, nous avons frappé à la porte du Bureau central de recensement BCR qui a pour mission de doter la RDC des statistiques fiables à travers l'opération du recensement. Sur place, un constat se dégage. Le BCR, lui aussi, a ses propres défis, ses difficultés, ses perspectives, mais aussi ses acquis. À quand le 2e recensement général de la RDC? Quels sont les préalables? Bobette Ngali Samba et Constance Monanga ont répondu à ceci. Regardez. Sommes-nous en République démocratique du Congo? Pas de réponse précise. Les chiffres avancés ne sont que des estimations par manque de données fiables. Il y a plusieurs chiffres.
Et je ne vais pas aller aussi dans la spéculation. Je dirais même qu'en tant que démographe, je soutiens beaucoup plus l'idée de réaliser le RGPH2 pour pouvoir avoir les chiffres réels. Ce n'est que l'opération du recensement qui nous permettra d'avoir une certitude sur l'effectif des Congolais. Situation consécutive au retard accumulé plus de 37 ans après le premier recensement général de la population et de l'habitat. Ça fait longtemps, le pays devait être à son 5e recensement général de la population et de l'habitat comme recommandé par les Nations Unies, au moins chaque 10 ans. Mais là, nous sommes pendant les préparatifs de notre 2e recensement, après celui de 1984. Qu'est-ce qui est déjà fait et qu'est-ce qui reste à faire? Avec tous ces atouts, le Bureau central du recensement se dit prêt à poursuivre avec les phases restantes de cette opération importante. Le recensement présente plusieurs enjeux. Donc, il y a eu la phase préliminaire qui a consisté à mettre en place tous les organes. Cette phase a été déjà bouclée depuis, avec la mise en place du Bureau central du recensement. On est passé à la 2e phase, qui est la phase préparatoire. Pour nous, en RDC, qui est la plus longue, parce que c'est la phase qui devait nous voir réaliser les travaux de la cartographie, qui est un préalable à l'étape clé du recensement qu'on appelle le dénombrement général. Parce que le dénombrement lui-même ne prend qu'en moyenne 2 semaines de collecte sur terrain. Et cette cartographie, chez nous, ça a pris trop de temps. On a déjà l'essentiel en termes de matériel. Les matériels informatiques ont été achetés, dont certains depuis 2014. Les serveurs, les tablettes et l'équipement pour la communication, notamment les mégaphones, ont été achetés. Les moyens de déplacement, les véhicules, les motos, les vélos, nous en avons en grande quantité. Et nous avons un laboratoire équipé pour la préparation des cartes. Tous ces équipements sont gardés dans des entrepôts. Et pour passer de l'étape du bureau à l'étape de terrain pour la cartographie, on a besoin d'avoir les moyens nécessaires pour former les cartographes et les déployer sur terrain. Pour mener à bien sa mission, le BCR a besoin des moyens de sa politique. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a eu comme dépenses effectuées et acquisitions, nous avons besoin de 33 millions de dollars pour pouvoir réaliser la phase de la cartographie. Et après cette phase de cartographie, il nous faudra à peu près 110 millions pour la phase du dénombrement et la phase post-dénombrement qui consiste au traitement, analyse et dissémination des résultats. Et je profite de votre micro pour lancer un appel en direction de nos autorités. Les BCR traversent des moments difficiles, déjà au niveau de son fonctionnement, avec plusieurs mois d'arriérés des rémunérations. Avant que les équipes ne se déploient sur terrain, l'idéal serait que ces préalables-là soient aussi rencontrés, parce que déjà dans tout ce que nous avons comme entrepôt, on a des difficultés de paiement des loyers et nous ne sommes pas beaucoup plus à l'aise avec ce genre de dossier. Le recensement sera indispensable pour mener efficacement des actions et des projets de développement et pour dimensionner les infrastructures scolaires, sanitaires, routières et autres en fonction du nombre de la population existante. D'où le BCR a besoin d'une attention particulière pour offrir à la RDC des statistiques nécessaires pour son développement. À Bunia, l'abattoir industriel, principal outil de transformation pour la production agro-pastorale, ne tient qu'à un fil. Les matériels vieux comme le monde ne répondent plus aux besoins locaux. Les éleveurs ne savent plus à quel sens s'y vouer. Ils recourent à d'autres aires d'abattage de fortune. C'est un dossier signé Junior Selimani de la RTNC Bunia. De Bunia a perdu sa lettre de noblesse en ce jour, jadis classé 2e en Afrique après celui de Douala au Cameroun. Cet abattoir est en train de disparaître à petit feu. Tous ces matériels ici de la coopération canadienne sont complètement détruits, voire en arrêt d'activité. Depuis la guerre qu'a connue cette province vers 2000, une situation qui impacte négativement sur sa productivité. De 200 bêtes abattues par jour autrefois, actuellement on enregistre qui 9
abattages journalièrement, déplore ces bouchers qui plaident pour sa réhabilitation et le retour de la paix. C'est l'ensemble de la province. Ce n'est pas à cause de plusieurs aires d'abattage créées en ville avec l'avènement des communes que cette situation s'observe. L'abattoir est en voie de disparition, il faut l'intervention de l'État pour sa réhabilitation. Le directeur de l'abattoir industriel de Bunia, Faustin Wedunga, en plus de la remise en état de cet outil de transformation, plaide pour la lutte contre les abattages clandestins créés à Bunia sans respect de normes hygiéniques. Au niveau des autorités, nous disons qu'il faudrait qu'on puisse d'abord fermer cette tuerie qui fonctionne sans respect des normes requises. Qu'on remette d'abord tous les bouchers ici à l'abattoir industriel de Bunia. Ça, c'est la solution la plus importante et la plus urgente. C'est ce que nous demandons parce que nous en avons l'expérience. Pour sa part, Dr André Lobo, chef de division de la pêche et élevage du Lituri, précise que des efforts sont constamment fournis pour une réponse durable aux difficultés qu'il connaît. Cet abattoir. C'était un projet du gouvernement zaïrois à l'époque, qui avait financé avec la Banque mondiale, et un des problèmes qui étaient relevés pour l'élevage en Ituri, pour qu'on puisse remonter, pour encourager les paysans à produire de la viande à l'abattoir, c'était justement réfectionner cet abattoir. Et avec le financement surtout de la participation des gouvernements canadiens, on avait réfectionné cet abattoir. Alors, à la fin des financements, on n'avait pas continué on a continué finalement à ce que ça puisse fonctionner exactement comme on le voulait, parce qu'il y avait rupture de financement. Donc le financement est arrivé à sa fin lorsqu'on n'avait pas encore tout réhabilité. L'Ituri, une province agro-pastorale. Cependant, des centaines de bêtes ont été déplacées dans la province du Haut-Touélé pour des raisons sécuritaires. La viande consommée à Bunia provient en grande partie de l'Ouganda voisin, un manque à gagner pour l'économie du pays, d'où l'implication des autorités compétentes s'impose pour mettre fin à cet état de choses. Revenons à Kinshasa où les travaux de curage des caniveaux sont effectués sur la nationale numéro 1, travaux exécutés par l'Office des routes sous la supervision du Bureau technique de contrôle. Regardez. Prévenir les inondations et la dégradation souvent de la chaussée, l'Office des routes, à travers sa direction provinciale de Kinshasa, conduite par le DP Gilbert Bagoula, s'est résolu aux grands travaux de curage de caniveaux sur la route nationale numéro 1, en allant de l'aéroport international de Njili jusqu'à Mitendi. C'est ainsi que les interventions avec bitume sur le point dégradé de la chaussée ont été entamées. La RN1 pose beaucoup de problèmes suite au manque de curage. Et c'est ainsi que nous avons jugé bon d'intégrer le programme de curage pour que l'eau ne puisse pas stagner sur la chaussée. Nous avons colmaté les points d'attente et les endroits où il y a de réparation profonde, on fait les renforcements de la chaussée avec les enrobés à chaud. Et ce, grâce au management du directeur général, l'ingénieur Herman Moutima Sakrini, que le Trésor public a financé ce travaux, sous la vigilance du Bureau technique de contrôle, BTC en sigle. Nous sommes en train de curer et directement nous évacuons. Bon, certains endroits que vous avez remarqué qu'on n'a pas encore évacués, nous le faisons nuitamment pour éviter les embouteillages. C'est un ouf de soulagement pour la population bénéficiaire qui espère ne plus vivre des inondations après ce travaux. Nous sommes vraiment très contents. Nous voulons que ça continue. Ainsi, un appel au civisme et de mise afin de préserver ses acquis. Vous habitez la commune de Kimbantseke, vous voulez joindre l'aéroport international de Njili. Il existe désormais un raccourci sur le boulevard Lumumba. Un nouveau pont vient d'être jeté sur une des rivières de cette commune. Médard Mouyal Mangal. Kimbantseke figure parmi les communes les plus vastes de la ville de Kinshasa. Elle dispose aussi d'un poids démographique assez enviable.
Cette position géographique expose cette partie de la capitale à divers problèmes sociaux. La carence des infrastructures complique la vie des habitants de certains quartiers, notamment ceux qui habitent Ngamanzita. Ici, traverser la rivière Tchenge apparaissait comme une équation à plusieurs inconnus. Mais quand on a des élus consciencieux, la solution est parfois à la portée de la main. Cette œuvre n'est pas certainement mienne, mais ça va rester gravé dans les têtes de tout le monde ici, qui n'aura plus de difficultés pour traverser. Et justement ça, nous avons pensé à notre population. Aussi, nous avons demandé à tous les jeunes gens, nous sommes les gens de Tchango. La Tchango, c'est regorge de courageux. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait le Koulouna dans ce quartier. C'est pourquoi j'ai demandé aux jeunes gens d'abandonner ça, plutôt de reconnaître la place de Dieu et ensuite de reconnaître que seules les études amèneraient quelqu'un à s'épanouir. Si vous ne voulez pas étudier, vous serez toujours traîné par les autres. Et comme la ville de Kinshasa prend de plus en plus de l'extension, l'Église s'adapte au contexte et améliore sa cartographie dans l'implantation des paroisses. Voilà pourquoi des responsables de l'archidiocèse de Kinshasa ont confié l'encadrement des chrétiens à une nouvelle entité, la paroisse Sainte-Faustine. La foi dans le Christ ressuscité se manifeste aussi à travers le service au prochain. 5 jours déjà depuis que les blouses blanches ont décidé de ranger leurs blousons, le secrétariat provincial du syndicat national des médecins a tenu un conseil extraordinaire pour évaluer les conséquences de cette grève au sein des hôpitaux publics. Rodépanda. Il y a 5 jours, la grève des médecins perturbe les services dans les hôpitaux publics. Le SINAMED, qui a décrété ce mouvement de grève, ne décolère pas. Après évaluation faite ce dimanche 10 juillet, lors de l'Assemblée extraordinaire, les SINAMED déplorent la position du gouvernement qui n'a pas réservé une réponse positive à leurs revendications. Le bureau exécutif provincial du SINAMED ville-province de Kinshasa informe à l'opinion nationale et internationale que la majorité de médecins des services publics de l'État de Kinshasa, membres du SINAMED ASBEL, réunis en des assemblées générales extraordinaires ce dimanche 10 juillet 2022, a exprimé sa grande frustration en suivant le compte rendu du 61e Conseil des ministres tenu ce vendredi 8 juillet 2022 et a décidé à la majorité écrasante de radicaliser son mouvement de grève sous la forme polarisation des urgences à partir de ce mercredi 13 juillet 2022 à 7h30. La grève étant nationale, tous les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires, des sections et de ces conseils provinciaux extraordinaires sont transmis au bureau exécutif national pour la compilation qui se fera ce mardi 12 juillet 2022. D'ores et déjà, le médecin de Kinshasa recommande au bureau exécutif national de rester en phase avec la base. Dans l'entretemps, les malades vont encore vivre des moments difficiles avec ces mouvements de grève endurcis. Parmi politiques, à présent, clôture aujourd'hui des travaux de l'atelier de réflexion sur la redynamisation et la conservation du pouvoir de l'UDPS. Pendant 3 jours, les figures de proue de ce parti présidentiel ont échangé sur les actions à mener pour gagner les élections de 2023. Dans ce reportage, notre confrère Alain Bikaï, qui est au Congo central, où se tiennent ces assises, revient sur le temps fort de la 2e journée. Des réflexions sur la redynamisation du parti présidentiel se poursuivent en commission thématique. À la 2e journée, les experts internes et externes de l'UDPS se sont succédés pour échanger et réfléchir sur l'avenir politique du parti. Un autre temps fort de cette journée était l'audition des rapports des différentes commissions mises en place. C'est le cas de la commission chargée du processus électoral et celle du monitoring et le suivi des mises en œuvre du projet de développement des 145 territoires. Pour s'assurer de l'inclusivité de cette rencontre historique, le secrétaire général Augustin Kabouya a mobilisé toutes les tendances du parti d'Etienne Tshisekedi, représenté par Victor Wakwenda, Jacquemain Chabani et l'ancien secrétaire général adjoint Guibao. Question
de ramener l'unité au sein du parti pour mieux aborder les échéances électorales de 2023. C'est dans un climat de convivialité et de fraternité que le secrétaire général a suspendu les travaux de la deuxième journée. Et en nouvelle, sachez que Martin Fayoulou, président de l'ECD, séjourne depuis hier samedi à Kisangani dans la province orientale. Ce leader politique de l'opposition est pour participer au congrès ordinaire de son parti. Au cours de ce forum de 4 jours, les délégués de l'ECD venus de partout vont discuter sur les questions relatives à l'organisation interne de cette formation politique. Les débats seront aussi axés autour des élections de 2023 et la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Nous y reviendrons. Plusieurs institutions et ministères ont fait le dépassement budgétaire, une pratique qui ne permet pas la réalisation de certains projets. Constat fait par les experts de la société civile, les partenaires publics avec le concours de l'agence Transparencia après la présentation et l'analyse du rapport sur l'exécution du budget 2022. Rodé Panda. Le budget gouvernemental constitue l'unité des mesures et les prévisions de dépenses pour différents projets du gouvernement. L'exécution du budget exige un respect rigoureux dans les limites des règles. Les dépenses excessives de certaines institutions du pays, au-delà des prévisions prévues, empêchent l'atteinte des objectifs assignés au gouvernement dans la réalisation des projets. La société civile, dans sa diversité, s'est retrouvée au centre CEPAS de la Gombe pour une analyse à mi-parcours de l'exécution du budget 2022 courant. Les résultats révèlent des incohérences et dépassements budgétaires, le non-respect de la chaîne des dépenses dans les institutions et ministères du gouvernement. L'objectif de l'analyse en fin mai, c'est pour permettre à déceler les incohérences pendant les exécutions des 5 premiers mois et permettre à ce que nous puissions faire des propositions, des recommandations pour que le gouvernement puisse améliorer le reste des temps de l'exécution du budget 2022. Presque dans toutes nos analyses antérieures, on revient sur ça. On reproche au gouvernement l'indiscipline budgétaire. L'autorité budgétaire fixe les limites des crédits alloués à chaque institution et ministère. Mais dans la pratique, dans l'exécution, nous nous rendons compte qu'il y a des institutions et des ministères qui consomment au-delà des crédits que le Parlement leur a accordés. La société civile dénonce donc ces comportements et fait des recommandations à toutes les institutions, spécialement au ministère du Budget et celui des Finances, autorité d'exécution du programme du gouvernement. Une gestion orthodoxe reste le seul moyen pour permettre à tous les services de bien travailler sans difficulté. Le Fonds de promotion pour l'industrie FPI vient d'acquérir 18 véhicules de marque Toyota 4x4 flambant neufs. Ces engins roulants ont été réceptionnés par son directeur général intérimaire Jean-Claude Kalinga. Julien Piana. Le directeur général intérimaire du Fonds de promotion de l'industrie, Jean-Claude Kalinga, a réceptionné ce vendredi 8 juillet au siège de cette institution à Kinshasa un lot important de 18 véhicules de marque Toyota Land Cruiser 4x4 pimpant neuf. À en croire le directeur général intérimaire Jean-Claude Kalinga, qui s'est fait accompagner de son adjoint Christian Ombilongo, cette nouvelle acquisition de véhicules destinée essentiellement au renforcement des capacités de la production des entités provinciales va faciliter également la mobilité des agents afin d'accroître la collecte de la taxe de promotion de l'industrie, recette principale du FPI. L'événement est certes sobre, mais il demeure riche d'entrée de jeu. Le directeur du patrimoine et de la logistique, Willy Lokongo, présente au management de l'institution un échantillon représentatif de cette nouvelle acquisition qui vient agrandir les charrois automobiles du FPI. Et rien à ajouter, le directeur général AI rassure de la qualité de ces engins. D'abord des instruments de travail et qui doivent permettre la production. La production, comme notre devise le dit, nous devons collecter plus pour financer mieux. Nous avons beaucoup de défis. Alors, je demande au directeur de la coordination de province à ce qu'il transmette
à toutes les entités que ces outils soient utilisés en bon père de famille. Très satisfait, Jean-Claude Kalinga circonscrit les contextes ayant conduit à la matérialisation de ces projets. La vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de demander à ce qu'on rende viables et visibles les entités et que Kinshasa n'est pas le Congo, mais il y a des entités qui sont des outils de production et qui font vivre les sièges. Et c'est dans cette vision du chef de l'État, relayée par le Premier ministre ainsi qu'à travers notre ministre de l'Industrie, que nous sommes en train de réaliser ce projet pour lequel nous avons eu leur soutien indéfectible. Pour rappel, l'acquisition de ces lots de matériel roulant par le FPI fait suite à l'appel d'offres lancé au mois de septembre 2021. Le marché public avait été remporté par les concessionnaires automobiles CFAO Motors. Juste après ce journal, vous allez suivre les activités liées aux 5 ans d'anniversaire du parti Alliance des démocrates chrétiens, parti cher à la ministre d'État en charge du portefeuille Adel Kaïnda Maïna. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous suivez à Bumba, dans la province de l'Équateur et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Peggy Mukunda. Moi, je vous retrouve très prochainement. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale. Au revoir. RTNC, la grande édition du journal.